Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer le webinaire, il est 20 heures pile, donc l'heure de commencer. Tout d'abord, merci à vous tous de participer à ce nouveau numéro de l'Académie de la Cheville, comme on pourrait dire. Vous êtes encore très nombreux ce soir, donc merci à vous, ça nous fait très plaisir. Nous allons très vite enchaîner avec la présentation du docteur Lopez, qui nous fait le plaisir de participer également à cette Académie de la cheville, avec un thème ce soir, donc l'apport de l'arthroscopie en ligamentoplastie de la cheville. Donc je vais très vite lui passer la parole, simplement pour faire un petit rappel sur ce qu'est l'Académie de la cheville. Donc pour rappel, hein, c'est un ensemble de formations en ligne qui est destiné aux professionnels de la prise en charge des traumatismes et pathologies de la cheville. Donc ces formations, elles sont faites par des experts, ce sont des experts de la cheville qui interviennent, kinésithérapeutes, docteurs en biomécanique, médecins, ou comme ce soir, donc chirurgiens. Tous ces gens, ils ont comme point commun d'être spécialisés autour de la cheville, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine d'apporter des solutions thérapeutiques au niveau de la cheville. D'ores et déjà, je vous indique que pendant la présentation, le docteur Lopez va dérouler son sujet et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Vous avez un petit onglet en bas et à droite de votre écran qui vous permet de poser par écrit toutes ces questions. On les lira à la fin de la présentation, donc vers 8h30 si le temps est respecté, et puis le docteur Lopez pourra ensuite répondre à toutes ces questions. On va vous passer un certain nombre de vidéos, donc faites attention d'être pas en mode plein écran. Si vous êtes en mode plein écran, ce peut que vous ayez des difficultés à voir ces vidéos. Donc voilà, c'est juste pour que vous soyez informés. Et puis, dernière chose, il se trouve que c'est une grande première pour nous, puisque le docteur Lopez va faire sa présentation depuis Nantes. Et il se trouve que moi, donc, je vais assurer la technique, de faire en sorte que tout se passe bien pour le webinaire depuis Chambéry. Donc je compte sur toute votre indulgence. Si jamais il y a des petites latences entre le moment où le diaporama va défiler et le discours du docteur Lopez, je lui laisserai bien sûr le soin de me rappeler à l'ordre si jamais je suis pas en phase. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. Je laisse le docteur Lopez prendre la suite. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne formation. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, je suis le docteur Lopez. Donc, moi, je suis chirurgien spécialisé en traumatologie du sport et en chirurgie du pied et de la cheville, avec un attrait tout particulier pour la cheville, effectivement, qui est en plein développement, et notamment à l'aide d'un outil qui nous sert énormément en chirurgie, qui est l'arthroscopie. Et je vais essayer de vous montrer ce soir tout l'intérêt de cet outil dans la ligamentoplastie de cheville, qui est le principal objet thérapeutique dans les instabilités de la cheville. Donc on va démarrer, et pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc je vais faire un petit rappel sur ce qu'on sait déjà, sur cette instabilité de cheville et sur les différentes options thérapeutiques. Et je vais vous montrer que finalement, il y a deux gros versants importants à l'intérêt de l'arthroscopie, à savoir un versant diagnostique qui va nous permettre d'approfondir le bilan lésionnel, et puis un versant encore plus important qui est thérapeutique. Et je vais essayer de vous démontrer tout l'intérêt de l'arthroscopie par rapport aux techniques à ciel ouvert pour toutes ces ligamentoplasties, et on conclura. Alors pour démarrer, qu'est-ce qu'on sait de l'instabilité chronique? Si vous vous posez encore des questions, il y a un excellent article qui a été écrit en 2013, et là c'est un petit cocorico, puisque c'est un article qui a été publié dans une revue française, et sous l'initiative des docteurs Guyot et des docteurs Bauer, qui sont des leaders en matière de chirurgie de la cheville en France, et qui ont permis de regrouper tout un avis collégial d'experts de partout dans le monde, qui s'appelle l'Ankle Instability Group, et leur première réunion a donné naissance à cet article où ils ont fait un consensus sur l'ensemble de l'instabilité chronique. Et de cet article,
on retrouve toutes les bases et tous les fondements de l'instabilité en termes d'étiologie, en termes de suivi et en termes d'indication chirurgicale et notamment de la place de l'arthroscopie. Diapositive suivante. Voilà. Concernant la ligamentoplastie, c'est quelque chose de relativement récent, vous voyez, ça c'est un indicateur PubMed, à savoir le principal organisateur de la bibliographie médicale mondiale, dans lequel on va rechercher tous les articles récents. Tout ce qui est référencé PubMed concernant la reconstruction du ligament collatéral latéral de la cheville, au cours des années, et vous voyez que finalement c'est quelque chose de très récent puisque la moitié des publications dédiées à ce sujet datent de moins de 5 ans. Donc c'est quelque chose qui est en plein essor et donc forcément j'ai pas mal de choses à vous raconter. Diapositive suivante. Avant cela, il y avait un symposium de notre Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique qui avait été mené par le docteur Tourné et le professeur Mabid de Limoges et de Grenoble, qui avait en 2008 pu revoir plus de 310 patients avec des techniques bien sûr différentes à cette époque, mais un recul moyen de 13 ans, oui, et minimum de 5 ans, avec des conclusions assez fortes, à savoir 80 à 95% de bons et très bons résultats sur l'instabilité, et ce, quelle que soit la technique. Il y avait eu 4 groupes de patients différents, mais des écueils à tout cela, à savoir plus de 30% de douleurs résiduelles, avec quelques facteurs péjoratifs qui avaient été identifiés, notamment bien sûr l'obésité, l'hyperlaxité constitutionnelle et le délai entre les premiers accidents et la chirurgie. Et enfin, 5 à 20% de complications, essentiellement cutanées, neurologiques et les algodystrophies. Donc on voit déjà se profiler les choses à améliorer. En termes de stabilité, la chirurgie à ciel ouvert apportait de très bons résultats, avec malgré tout des douleurs résiduelles et des complications. Diapositive suivante. Si on doit globaliser un petit peu tout cela, il y avait 13 à 35% de douleurs résiduelles dans les séries concernant les ligamentoplasties de cheville. Et dans cet article que vous retrouverez dans l'American Journal de médecine du sport de 2008, on avait pu identifier les pathologies intra-articulaires comme étant responsables, tout du moins partiellement, de ces douleurs résiduelles. Et donc, en matière de pathologie intra-articulaire, j'entends bien sûr les lésions ostéochondrales du dôme du talus, les conflits, qu'ils soient osseux, mixtes ou tissulaires uniquement, les ossifications, mais également les lésions de la syndesmose. J'ai mis à part, et je ne les ai pas cités ici parce qu'on parlait bien de pathologie intra-articulaire, mais on aurait pu rajouter également la luxation des tendons fibulaires. Diapositive suivante. Tout cela avait pour effet effectivement de diminuer les résultats, bien entendu, de nos chirurgies de ligamentoplastie. Alors finalement, devant ces grandes conclusions sur la chirurgie à ciel ouvert, peut se poser la question comment améliorer nos résultats. La première chose, la chose qui est la plus fondamentale, c'est ce que nous a appris la chirurgie du genou, mais également la chirurgie de l'épaule, c'est de mieux sélectionner le malade. Et on avait vu effectivement dans les facteurs péjoratifs que, vous aviez des hyperlaxes qui répondent très mal à certains types de ligamentoplastie. Et pour mieux sélectionner les malades, eh bien finalement, il faut bien caractériser le maître symptôme et toujours se poser la même question devant une articulation. Est-ce qu'elle est raide? Est-ce qu'elle est douloureuse? Est-ce qu'elle est instable? C'est pas la même chose de traiter quelqu'un qui est douloureux et instable que quelqu'un qui est uniquement instable, et c'est pas la même chose de traiter quelqu'un qui est uniquement douloureux. Donc il ne faut pas se tromper de cible. La ligamentoplastie, de prime abord, et je dis bien de prime abord puisqu'il y a des concepts un petit peu nouveaux de micro-instabilité, concerne uniquement des gens qui souffrent d'instabilité. Parfois, dans certaines situations, et quand on a éliminé toutes les autres causes, la douleur peut être raccordée à l'instabilité. Mais avant de faire ça, il faut bien sûr éliminer toutes les autres causes. Donc, bien sélectionner ces malades, ça veut dire que la ligamentoplastie, ça s'adresse à des patients instables. Une autre façon d'améliorer nos résultats, outre le fait de mieux porter nos indications et de mieux sélectionner nos malades, c'est d'améliorer la technique.
Et forcément, l'arthroscopie s'est imposée d'elle-même. Vous voyez, c'est une technique qui est développée depuis plus de 30 ans dans la cheville. Elle a suivi ses grandes sœurs du genou, elle a suivi sa grande sœur de l'épaule, et finalement, son histoire est complètement parallèle, mais plus rapide, puisqu'on bénéficie justement de l'expérience de l'instabilité d'épaule et de l'instabilité de genou, qui a déjà bénéficié des fruits de cette technique. Donc les premières publications datent de 87, jusqu'à 2005-2006, c'est resté complètement épisodique et des véritables épiphénomènes dans la prise en charge. Et puis depuis 2005-2006, on se retrouve en plein essor de ces techniques, et pour plusieurs raisons que je vais vous exprimer. Alors, tout d'abord, l'arthroscopie, c'est un outil diagnostique à part entière. Elle a montré sa supériorité. Masato Takao avait montré en 2008, également dans l'American Journal of Sport Medicine, que finalement, l'arthroscopie était le meilleur outil diagnostique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux que dans une articulation pour savoir comment se retrouvent les ligaments, est-ce qu'ils sont encore en place. On parle beaucoup d'IRM, on parle beaucoup d'arthroscanner, chacun de ces examens a ses limites. L'IRM est un excellent examen avec une résolution en contraste qui est extrêmement importante, mais pour autant, les coupes se font toutes les 3 mm. Or, on sait que les ligaments de la cheville sont extrêmement fins, notamment pour le faisceau antérieur du ligament talofibulaire, et forcément, on n'est jamais mieux que dedans pour savoir l'atteinte de ce ligament. Donc l'arthroscopie est supérieure à l'IRM en matière diagnostique pour les faisceaux antérieurs du ligament collatéral latéral. Diapositive suivante. Il a également montré, dans une étude qu'il avait présentée au congrès américain d'orthopédie, que l'arthroscopie était parfaitement corrélée à la qualité des ligaments. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il avait fait des biopsies des ligaments et avait montré que quand on définissait qu'un ligament sous arthroscopie était de mauvaise qualité, cela revenait à dire qu'il y avait un déficit de collagène de type 1 et donc que ce ligament, effectivement, intrinsèquement, était de mauvaise qualité. Donc, en matière diagnostique, on ne fait pas beaucoup mieux. Donc, pour conclure cette première partie, qu'est-ce qu'on sait sur l'instabilité de cheville? Elle est très dépendante de ces lésions intra-articulaires. Ça péjore le résultat de nos ligamentoplasties et en plus, ça peut simuler de véritables instabilités. Concernant la ligamentoplastie, les résultats restent perfectibles, notamment en matière de douleurs résiduelles, et pour cela, l'arthroscopie va s'imposer d'elle-même avec plusieurs points importants, des suites plus simples, un geste plus précis, un diagnostic qui va être plus exhaustif puisqu'on va pouvoir faire le tour de toute l'articulation, que ce soit devant ou derrière, même si ce soir on va se concentrer essentiellement sur la chambre antérieure de la cheville, mais également des thérapeutiques qui vont être plus exhaustives et plus précises. À ciel ouvert, quand vous faites un abord de quelques centimètres, vous n'allez pas pouvoir aller traiter une lésion ostéochondrale, ou vous n'allez pas pouvoir aller traiter, à moins de faire un contre-abord, des lésions du ligament collatéral médial. Concernant les résultats à long terme, ces études sont en cours et bien sûr, nous n'avons pas encore le moyen d'y répondre. Donc voilà ce qu'on sait un petit peu sur l'instabilité et la ligamentoplastie. Donc la première partie, je vais vous montrer que effectivement l'arthroscopie, pour faire un diagnostic de lésions intra-articulaires, il n'y a pas beaucoup mieux. On va prendre pour exemple la lésion ostéochondrale du talus, qu'on retrouve dans environ 25% des cas, en association avec une instabilité de cheville. La lésion ostéochondrale du talus, qu'on appelle l'ODA, un petit peu vulgairement, du nom de l'ancien nom du talus, l'astragale. Il y en a 3 types qui ont été définis au cours d'un congrès de la Société d'orthopédie de l'Ouest par M. Doré, avec tout du moins la première chose, une forme fracturaire, que vous voyez ici sur cette petite image IRM. La deuxième chose, qui est une forme ostéonécrotique, alors un véritable fragment sous-chondral qui est en train de mourir. Et la troisième forme de l'ODA, c'est une forme géodique,
Ça, c'était les premières classifications. Depuis, on sait que les formes géodiques sont finalement des évolutions des formes fracturaires qui évoluent à bas bruit avec du liquide articulaire qui pénètre une dissection du cartilage. Alors, bien sûr, on va lancer la première vidéo. Là, une vue arthroscopique d'une cheville avec en haut le pilon tibial, en bas la zone du talus, et vous voyez mon crochet qui va complètement s'engouffrer dans le cartilage, qui représente un petit méplat, vous voyez le crochet, hop, on rentre dans le cartilage. C'est typique d'une lésion ostéochondrale, hein. Normalement on ne peut pas pénétrer dans un cartilage comme ça, et donc le crochet va permettre de délimiter la zone qui est en souffrance. Donc évidemment, on ne sera jamais mieux que dans une cheville pour faire ce diagnostic-là, pour connaître la rigidité du cartilage. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, mais on pourra y associer le traitement, et notamment les débridements de ces lésions ostéochondrales. Vous voyez ici toute une série de diapositives qui montrent que finalement, plutôt que d'avoir du cartilage qui ne tient plus, qui est juste cause de douleur, mais qui n'a plus aucun intérêt fonctionnel, ben, il vaut mieux faire un trou sur ce cartilage dans lequel on va aller perforer l'os sous-chondral, et le saignement que vous voyez en bas à droite va faire naître finalement un hématome qui va se coaguler dans ce trou et qui va secondairement se différencier en fibrocartilage. Donc ça, c'est une des possibilités, bien sûr. Il y en a d'autres. Vous allez voir ici cette vidéo que je vous présente, qui est une vidéo où finalement la lésion, elle va être perforée par en dessous. Vous voyez un petit crochet qui est à l'intérieur de la cheville, et vous voyez naître par en dessous, en fait, des broches. Alors ça se fait sous contrôle de l'amplificateur de brillance également, hein, sous contrôle radiographique. Et ça, c'est essentiellement fait pour des formes ostéonécrotiques, c'est-à-dire que l'os sous-chondral est mort, et on va essayer, en perforant par en dessous, de refaire vivre la cavité de l'os sous-chondral. Donc ça, c'est une autre forme de traitement de ces lésions ostéochondrales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à ciel ouvert, hein. Il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, on ne pourra pas le faire tout du moins dans le même temps à ciel ouvert ou au prix d'un abord beaucoup plus large. Autre cause de lésion intra-articulaire, le conflit antérieur. Je suppose que vous en avez tous entendu parler. Ce conflit antérieur, il peut être tissulaire. Je vous montre bien les deux ligaments en cause. Donc il y a le numéro 3, et puis on va avancer. Je vais vous montrer sur une autre vue. Voilà, ça c'est ce ligament de basset qui est occasionné, et la zone qui vient frotter en permanence, qui est en bleu, à savoir la zone du talus, la gorge antérolatérale du talus, et le faisceau antérieur du ligament collatéral latéral. Donc les deux structures en vert peuvent s'épaissir au cours d'entorse et d'une hypercicatrisation, et vont venir se coincer. Et c'est un cercle vicieux. Plus elles grossissent, plus elles se coincent, plus elles se coincent, plus elles souffrent, et plus elles grossissent. Et donc, quand tout cela résiste au traitement médical, bien conduit, notamment parfois des infiltrations, on peut être amené à envisager une arthroscopie. Donc, rien de mieux qu'un test dynamique en étant dans la cheville pour savoir si effectivement on est en présence d'un conflit antérieur. Donc, diapositive suivante. Voilà une vue un peu plus proximale de ce dont je vous parlais, avec en haut à gauche la représentation de l'hypercicatrisation tissulaire. Diapositive suivante. Ça, c'est la vue IRM en coupe transversale. Donc vous voyez les deux types de signaux, hein, et montrés par la flèche rouge. Cette boule noire à gauche et la boule blanche, c'est-à-dire en hypersignal, qui montre une souffrance inflammatoire de ce conflit. Et vous allez voir juste après les images arthroscopiques. Donc on peut faire avancer les animations. En bas à droite, le dôme supérolatéral du talus. En haut à droite, le pilon tibial. Et tout ce qu'il y a en rouge, ce qui est d'ailleurs un petit peu inflammatoire sur la vue arthroscopique, qui va venir se coincer véritablement dans l'articulation. Diapositive suivante. Voilà une autre vue
de ce conflit. Alors vous voyez toutes ces adhérences qui viennent à chaque fois que vous faites de la flexion dorsale, et les patients le racontent très bien, hein, ils vous expliquent que la douleur est particulièrement présente quand on conduit, notamment quand on monte ou qu'on descend les escaliers. Vous allez voir sur la vidéo qu'on retrouve avec une première vidéo où vous voyez la lame de bistouri qui va venir couper toutes ces adhérences. Et pour la résection, on va compléter avec cet appareil qu'on appelle un shaver, qui vient raser le tissu, qui vient le manger et qui l'aspire en même temps. Et on va faire, je crois que j'ai accéléré un petit peu la vidéo après, on va faire le ménage. C'est un grand shampoing, c'est ce que j'explique aux patients, c'est-à-dire qu'avant de les opérer, je leur dis, voilà, il y a des tissus qui sont un petit peu aberrants et qui n'ont rien à faire là, on va aller tout nettoyer. Et vous allez voir après, je crois sur la diapositive suivante, voilà, une autre cause de douleurs liées à des lésions intra-articulaires, les ossifications, bien connues. On a même un organigramme qui nous a été donné en fonction de la taille de ces ossifications. Globalement, la taille, le cut-off pour la taille, c'est 1 cm. Si elles font moins d'1 cm, on va soit les infiltrer, soit elles sont responsables et associées à une instabilité. Et dans ces cas-là, on va devoir les exciser. Si elles font plus d'1 cm, elles sont accessibles à une reconstruction ligamentaire ou bien une réparation, et c'est ce qu'on fait notamment chez les jeunes, hein, chez les adolescents ou chez les enfants. On va essayer de les faire cicatriser et consolider. Alors, la diapositive suivante, vous allez voir une vidéo de ce type d'ossification, ce qui n'est pas toujours, ça peut paraître très simple, et finalement c'est pas toujours aussi simple que ça ne l'est sur la radio, puisque ça colle beaucoup avec les tissus, et donc il va falloir les isoler pour justement pouvoir les enlever. Parfois ça s'effrite hein, quand on les enlève dans la pince. Voilà, et on libère complètement l'ossification. Dernière pathologie intra-articulaire qu'on va pouvoir retrouver, ce sont les lésions de la syndesmose. C'est un peu plus méconnu, mais finalement pas si rare que ça. Et une syndesmose, c'est-à-dire l'articulation tibio-fibulaire distale, elle doit bouger de quelques millimètres. On dit communément qu'au-delà de 2 mm, cela est pathologique. Donc on peut lancer la vidéo. Or, nos petits crochets qu'on a, qui nous permettent de travailler, font environ 3 mm. Et vous voyez ici sur cette diapositive, on rentre, c'était quelqu'un qui avait une lésion ancienne, on va rentrer pour réparer justement cette syndesmose, et là vous voyez passer la broche avec le tibia à gauche, la fibula à droite, et justement, une fois qu'on a resserré, on ne peut plus bouger. Voilà. Donc voilà ce que on pouvait vous dire sur l'intérêt, ce que je voulais vous raconter sur l'intérêt diagnostique de l'arthroscopie. Et on va passer maintenant, finalement, à la chose qui vous intéresse sans doute le plus, l'intérêt sur la thérapeutique. Alors en thérapeutique, j'ai schématisé bien évidemment, mais il y a deux types de solutions thérapeutiques devant une instabilité chronique. Soit on va aller réparer les ligaments, et cela peut se faire plus ou moins avec l'association de tissus de renforcement, qui peuvent être divers et variés, soit on va aller reconstruire, c'est-à-dire qu'on considère que le tissu en présence ne nous permet pas de refaire quelque chose de bien, et dans ces cas-là, on va aller prélever un ligament ailleurs, un tendon ailleurs, qui va nous servir à refaire le ligament, exactement comme dans le ligament croisé. Et on va faire ces gestes-là, qui vont être plus ou moins anatomiques. Donc je vais vous montrer deux exemples. Donc, on va voir ça après. Ça, c'était juste pour vous dire que des ligamentoplasties de cheville, il y en a eu plus de 80 décrites dans la littérature. Mais aujourd'hui, ce qui montre bien que finalement, il y avait une grande hétérogénéité et qu'il y avait beaucoup de choses achetées surtout. Aujourd'hui, on se concentre autour de deux types de solutions, et ça a parfaitement été repris dans une étude récente, vous voyez, février 2016, où on a répertorié toutes les études qui avaient été faites sur les traitements mini-invasifs. Alors, comme je vous le disais
en introduction, on manque énormément d'études de niveau 1, d'études prospectives, c'est-à-dire d'études où il n'y a aucun biais, c'est-à-dire des études où on prépare l'étude et on inclut les patients secondairement, pas une étude où justement on opère et puis après on se pose des questions. Donc ça, tout est à faire, hein, c'est ce à quoi on est en train de se consacrer, et je vous invite grandement à suivre un peu l'actualité, puisqu'on mène actuellement une étude pour la Société française d'arthroscopie, dont on pourra vous communiquer les résultats en décembre 2017. Diapositive suivante. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer que finalement ces études, elles nous manquent aujourd'hui, mais il y a des grandes tendances qui ressortent, à savoir être le plus anatomique possible et le moins invasif. Diapositive suivante. En 2015, on a une étude parisienne qui a été faite à l'hôpital Ambroise Paré sous la directive du docteur Bauer, qui nous a bien montré justement l'intérêt de l'arthroscopie dans la précision des reconstructions ligamentaires, avec, vous voyez, simplement des écarts de quelques millimètres entre l'endroit où ils inséraient les ligaments et finalement l'endroit où les ligaments théoriques étaient parfaitement mis en place. Diapositive suivante. Donc ça, c'est un premier exemple de réparation et non de reconstruction, c'est-à-dire qu'on peut lancer la vidéo, hein, c'est-à-dire en se servant du tissu en présence. Donc vous voyez ici un moignon du faisceau antérieur que l'on va sous arthroscopie mettre sur un fil qu'on va amarrer. Un peu de mal à passer. Ouais, ça coupe un petit peu. C'est un jeu de passe-fil, hein, c'est-à-dire que l'objectif est d'aller prendre le moignon et d'aller le réamarrer sur la malléole externe, dont il est décroché, comme on voit très 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 souvent dans les entorses graves. Donc le petit fil bleu que vous voyez, je suis désolé, ça manque un peu de fluidité. Le petit fil bleu, voilà, va aller, on met boucle dans boucle, et ça nous permet d'amarrer ce fil que l'on va aller réinsérer par une encre. Donc ça fait quelques millimètres, hein, c'est une encre qui fait 2,3 mm, qui va nous permettre de réamarrer ce ligament. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on coupe les fils, et vous voyez, on reproduit, donc on teste à la fin de notre intervention, on teste la réparation ligamentaire pour être sûr que ça tient bien. Donc ça, c'est une réparation. Donc on se sert du tissu en présence, et puis il y a l'autre versant des chirurgies qui sont les reconstructions. Alors les reconstructions, aujourd'hui, la reconstruction qui a le plus le vent en poupe est une reconstruction qui a été décrite déjà il y a 12 ans, donc on a quand même pas mal de recul, et qui avait été faite par Masato Takao, encore lui, et qui nous a indiqué que l'on pouvait, pour refaire un ou deux ligaments, soit le faisceau antérieur, la TFL, soit la TFL et le CFL, par une greffe indépendante, notamment le gracilis, comme il est employé dans les ligaments croisés, et fixer le tout avec des vis d'interférence sur le talus et le calcanéum, et un tunnel commun dans la fibula, puisqu'il y a un continuum entre les insertions fibulaires du faisceau antérieur et du faisceau moyen, qui nous permet ce type de reconstruction. Alors depuis, on a développé ces techniques sous arthroscopie, et notamment le docteur Guyot, qui a été le premier à les publier en 2014, hein, un chirurgien de Bordeaux-Mérignac, qui a beaucoup fait avancer les choses, et dont voici une évolution technique, qui nous a valu d'ailleurs pour la chirurgie nantaise un prix à la Société française d'arthroscopie l'année dernière, le prix de vidéo de l'année, dont voici un petit résumé. Donc l'objectif, il est de reconstruire de façon anatomique exactement le faisceau antérieur et le faisceau moyen. Donc le premier temps est bien sûr le prélèvement du gracilis. Ça, c'est une petite astuce qui nous permet d'éviter une grosse dissection latérale en faisant un tunnel calcanéen percutané. Donc on avait montré à l'aide d'une étude cadavérique qu'on arrivait à être fiable par rapport à la malléole externe. Le deuxième temps est de faire sous arthroscopie le tunnel du talus, voilà, qui fait 5 mm de diamètre. Le troisième temps est finalement d'aller faire le tunnel fibulaire. Donc vous voyez qu'on voit parfaitement bien
On sait que le repère, c'est la partie distale du ligament tibiofibulaire antérodistal qui nous montre l'insertion commune du faisceau antérieur et du faisceau moyen. On prépare le transplant comme cela, donc il est saucissonné de part et d'autre, et il va être positionné à l'aide d'une vis qu'on appelle de bioténodèse, c'est-à-dire que c'est une vis qui nous permet de coulisser le long du transplant. Ensuite, on descend le transplant vers le tunnel calcanéen, en ayant au préalable mis le système de fixation fibulaire, qui est un fil que vous voyez ici en blanc apparaître, et que l'on va monter avec une petite plaquette métallique dans la fibula. Donc, on a un point fixe, le talus, on a un transplant qui est en place dans la fibula, on va le fixer dans le calcanéum par une petite vis d'interférence, et pour finaliser la tension, on va resserrer le petit bouton avec un nœud coulissant en haut, et vous voyez ici la reconstruction des deux ligaments. Donc ça, c'est une technique qui est en plein essor, qu'on est aujourd'hui plusieurs à réaliser, et qui a surtout comme avantage d'être anatomique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de chances d'être enraidissant par rapport aux autres chirurgies, et notamment à ciel ouvert qu'on pouvait réaliser il y a encore quelques années, notamment les chirurgies de Castin, qui ont été largement plébiscitées en France dans les années 90. Voilà un petit peu ce que l'on est capable de faire aujourd'hui sous arthroscopie. Diapositive suivante. Voilà, vous pourrez retrouver tout un tas de ces éléments sur le site du centre PCNA, piedcheville-nantes-atlantique.fr, où on est avec deux autres collègues en permanence en train d'agrémenter ce site avec notamment les vidéos. Pour les vidéos de reconstruction, elles sont en ligne d'ailleurs, que vous pourrez aller voir pour les avoir déjà fait sur Internet. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute s'il y a des questions. Merci. Donc voilà, je réceptionne toutes les questions s'il y en a, n'hésitez pas à les poser. Bon, déjà, on nous a fait la remarque, c'est vrai qu'il y a eu des vidéos qui ont un peu sauté, il doit y avoir des petits soucis aussi avec les connexions internet, donc voilà, comme l'a rappelé le docteur Lopez, elles sont visibles sur internet, donc c'est déjà une bonne solution. A priori, il n'y a pas de questions pour le moment. C'est que tout doit être très clair. C'est le but. C'est le but, hein. Non, bah ouais, a priori. Alors, si ça intéresse, moi c'est extrêmement fréquent qu'il y ait des kinés, notamment nantais, qui viennent au bloc opératoire pour voir ces techniques un petit peu novatrices. S'il y en a qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à contacter, c'est ma secrétaire qui gère ça. Les kinés professionnels qui sont intéressés sont bien sûr les bienvenus. Voilà, bon, il y a quelques questions qui sont arrivées en attendant. Donc, il y a Benjamin qui nous demande des délais de récupération. Est-ce qu'ils sont plus importants, plus ou moins importants? Alors, aujourd'hui, ces techniques, on les fait depuis 3 ans sous arthroscopie. Donc, bien sûr, ça a été, on s'est fait un petit peu décrier par certains qui faisaient de la chirurgie à ciel ouvert depuis 25 ans et qui ont de bons résultats. Donc on est actuellement en train de montrer, les premières études se sont sorties, que ce soit pour le brostrom, qui est la première technique que je vous ai montrée, ou pour la ligamentoplastie anatomique, qui est la deuxième, on a montré qu'on n'a pas plus de complications que les chirurgies à ciel ouvert. Il est évident que sous arthroscopie, les délais de récupération, ça va plus vite, mais on s'est consacré dans un premier temps à montrer qu'on faisait aussi bien, tout en gardant les mêmes protocoles de rééducation. Maintenant, c'est vrai qu'on rentre dans une deuxième phase où on commence à diminuer nos délais en termes d'immobilisation. Personnellement, par exemple, ce sont des patients qui sont opérés en ambulatoire, qui rentrent le matin, qui sortent le soir, que je n'immobilise pas, je n'ai jamais de plâtre ou de choses comme ça. Par contre, ils ont une contention amovible qui est une botte de marche sur laquelle ils ont l'appui autorisé immédiatement. Et je les revois à 4 semaines. Pendant le premier mois, je fais uniquement de la cryothérapie. Et à 4 semaines, on commence la récupération des mobilités passives, puis actives,
et l'objectif est d'avoir à 2 mois un appui monopodal tenu et stable. Voilà. Donc on est bien sûr intimement convaincu qu'on peut aller plus vite, mais on n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs de façon scientifique, et on n'a pas voulu s'emballer à essayer de montrer que tout était mieux. Donc on prouve les choses les unes après les autres. Mais il est évident que, enfin, c'est vrai pour le genou, c'est vrai pour l'épaule, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai pour l'épaule, pour la cheville. Et nous, on a complètement ce sentiment d'avoir à freiner nos patients en permanence parce qu'ils récupèrent beaucoup plus vite que quand on ouvrait. Oui. Alors, Pour vous donner un ordre d'idée, les sportifs de haut niveau reprennent à environ 5 mois d'une ligamentoplastie anatomique. Pour un Brostrom, c'est plutôt de l'ordre de 3 à 4 mois. Pour Monsieur Tout-le-Monde, je leur explique que c'est comme un petit ligament croisé, c'est-à-dire qu'à 6 mois, ils doivent être capables. Voilà. donc bah, c'est bien, entre-temps vous avez répondu à d'autres questions. Valérie qui demandait justement si les patients ont l'appui suite opération, donc il me semble que ça vous l'avez précisé. Ils ont l'appui immédiatement. Voilà. Nicolas nous demande un conflit antérieur dû à un épaississement tissulaire ligamentaire peut-il être diagnostiqué donc par échographie là il demande. Parfaitement, c'est même le meilleur examen. Alors, c'est un diagnostic qui est clinique, hein. Il y a deux signes. Le signe de Molloy, qui est la reproduction de la douleur à la flexion dorsale en pinçant le ligament. Et puis, il y a des critères un peu plus précis, qui sont les critères de l'IU, qui a décrit 6 critères. S'il y en a 5 de ces 6 critères qui sont présents, on peut affirmer qu'on est en présence d'un conflit tissulaire. Après, comme examen, le meilleur des examens, c'est l'échographie, à condition d'avoir un radiologue qui maîtrise un petit peu le sujet et qui va pouvoir en dynamique balayer ce fameux ligament qui peut être cause de conflit. Donc le meilleur examen, c'est l'échographie, c'est sûr, mais avec quelqu'un qui connaît. Sinon, c'est sûr que c'est toujours plus confortable pour nous d'avoir l'IRM parce qu'au moins on est capable de regarder et on sait ce qu'on regarde, même si on n'est pas radiologue. Hein. Mais le gros désavantage de l'IRM, c'est que c'est statique, comparativement à l'échographie qui va pouvoir en faire le diagnostic, puisque c'est un diagnostic dynamique. Alors, ensuite, Olivier nous parle d'une patiente qui a une fracture pseudo-arthrosée du calcanéum, du rostre calcanéum, avec œdème intraosseux. Est-ce que dans ce cas-là, l'arthroscopie pourrait faire quelque chose? Alors oui, pour en avoir traité pas mal, ça arrive notamment chez les footeux qui se prennent des tacles. C'est une lésion qui est très difficile à soigner, c'est-à-dire que globalement, on ne peut jamais réinsérer, hein, ça fait moins d'1 centimètre, mais on peut parfaitement aller mettre l'arthroscope dans cette région anatomique. Ça a d'ailleurs été décrit où on met en place un distracteur de Hintermann, c'est-à-dire qu'on met une broche dans le calcanéum et une broche dans le cuboïde, et en mettant un appareil, ça nous permet d'écarter pour avoir un peu plus de place. Donc on peut parfaitement faire ça et aller enlever la lésion. Pour l'avoir fait déjà plusieurs fois, c'est séduisant comme technique, on arrive toujours à enlever le petit morceau, et pour autant les gens ne vont pas tous bien derrière, parce qu'il y a une grosse part d'œdème osseux qui est responsable de la douleur. Donc avant d'envisager des choses comme ça, on les fait infiltrer généralement pour savoir s'il y a une efficacité. Mais on peut parfaitement aller mettre l'arthroscope dans cette région. Alors, Victor, qu'est-ce que vous pensez de l'opération pour un arrachement osseux du plancher au niveau du ligament en haie? Et la question, vous pouvez me la reposer? Alors, Victor demande ce que vous pensez de l'opération pour un arrachement osseux du plancher au niveau du ligament en haie. Alors, il y a des études qui ont décrit des ligamentoplasties de ce ligament, on appelle ça le ligament interosseux talocalcanéen maintenant. Pour ma part, j'en ai jamais fait. C'est resté à des études de cas, c'est-à-dire que c'était des descriptions de techniques. On n'a jamais vu passer de série. Donc concrètement, si la personne elle est douloureuse, ça va être la même chose, c'est-à-dire raccrocher ce ligament. C'est un gros ligament qui est tout petit, avec énormément de force, c'est quasiment impossible. Donc s'il est gêné par le fragment osseux et que ça résiste à l'infiltration,
il faut aller réséquer ce fragment osseux, et ça se fait par voie latérale, c'est relativement facile sous arthroscopie. Moi, je fais par exemple mes arthrodèses de l'articulation sous-talienne, je les fais sous arthroscopie par voie latérale. Donc c'est la même voie d'abord, on va mettre l'arthroscope dans le sinus du tarse et on met le shaver juste à côté. Donc c'est relativement facile d'accès à condition que le patient sait résister au traitement médical. Mais aller réparer ces lésions-là, c'est quasiment mission impossible. Alors, on a encore quelques questions qui suivent. Les délais de consolidation du greffon en comparaison avec une ligamentose du genou, demande Alex. Eh ben, c'est une excellente question puisque on extrapole complètement, hein. On sait que les délais de ligamentisation dans le genou varient entre 8 mois et 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, si on fait des biopsies sur un ligament croisé reconstruit à plus de 3 ans, ont encore une activité fibroblastique. On n'a jamais fait ces études dans la cheville. Donc c'est des choses qui vont arriver, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question aujourd'hui de manière certaine et scientifique. Ce qui est sûr, c'est qu'on extrapole largement, c'est-à-dire que moi j'explique aux gens que ça va prendre, c'est la même chose, on met un tendon dans un os, donc le temps qui se ligamentise, ça va être le même que dans le genou, ce qui n'est pas forcément vrai sans doute. On a le sentiment que ça va plus vite en termes de récupération clinique la cheville que le genou. Par contre, si on s'en tient à des principes anatomiques, la cheville est quand même nettement moins bien vascularisée. Donc le délai de ligamentisation, peut-être qu'on sera surpris, mais il pourrait être plus long que dans le genou. Mais on ne sait pas encore. C'est des études qu'on va devoir faire, mais aujourd'hui on manque de données scientifiques pour répondre à cette question. Yannick qui nous demande quelles sont les indications opératoires de la lésion tibiofibulaire inférieure. Alors, l'indication opératoire, elle est extrêmement simple. C'est un patient qui se plaint d'une instabilité, pour lequel la kinésithérapie, et notamment la rééducation proprioceptive a été ad integrum, c'est-à-dire que vous devez être capable, votre patient doit être capable de se mettre debout sur la pointe du pied en appui monopodal pendant 10 secondes. S'il est capable de faire ça, que malgré tout il se fait des entorses à répétition et que la seule lésion est une lésion du faisceau antérieur, le talofibulaire antérieur, dans ces cas-là, c'est une indication à aller soit le réparer, soit le reconstruire. D'accord. Alors ensuite, Sébastien, d'ici combien de temps, au vu des études, a-t-on la possibilité d'inclure ces nouvelles méthodes de chirurgie, médication, rééducation pré- et post-op au protocole RAC? J'ai pas compris le sens de la question. Ah, alors on pourra demander à Sébastien de compléter la question. Si... Non, vous pouvez me la répéter? Donc d'ici combien de temps, au vu des études, a-t-on la possibilité d'inclure ces nouvelles méthodes de chirurgie, médication, rééducation, pré- et post-op au protocole RAC? Je ne sais pas ce qu'il entend par du protocole RAC, mais grosso modo, moi c'est déjà des patients que j'opère en ambulatoire, qui ont le droit de remarcher tout de suite, chez qui on reprend la kiné quasiment immédiatement pour de la cryo et de la récupération passive puis active. Donc dans tous les cas, je ne vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire de plus rapide en post-opératoire immédiat, parce que ça, on n'a pas d'angoisse par rapport à ça. Les seules choses sur lesquelles on se limite encore, c'est finalement la reprise du sport, où on freine nos patients, alors que généralement, à 4 mois, 5 mois, ils ont envie d'y retourner parce qu'ils vont bien, quoi. Alors ensuite, Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. on va le savoir. On a une question aussi sur l'attitude à avoir sur la lésion tibiofibulaire inférieure. Est-ce que la chirurgie peut être faite en aigu? Oui, la chirurgie peut être faite en aigu, puisque l'articulation tibiofibulaire distale, elle est extrêmement importante, et les lésions de la syndesmose sont très très mal vécues en chronique. Il est très difficile de traiter une instabilité de la syndesmose en chronique,
Il y a des ligamentoplasties qui ont été décrites, mais dans la vraie vie, on n'en fait jamais. Alors qu'en aigu, la réparation, elle est très très simple. À savoir, on va aller mettre anciennement ce qu'on appelait une vis de syndesmodèse. Maintenant, ce sont des boutons bicorticaux entre la malléole fibulaire et le tibia qui vont limiter finalement le diastasis et l'écartement. Donc oui, ça se traite en aigu, mais le diagnostic, il est très difficile à faire en aigu. On n'en voit vraiment pas souvent. Les seuls qu'on voit qui ont un diagnostic en aigu sont les sportifs de haut niveau, notamment les basketteuses qui font pas mal de ce genre de problème. Parce qu'ils ont l'échographie tout de suite, parce que vous avez un médecin du club ou un kiné du club qui connaît un petit peu mieux ce genre de choses, mais finalement les gens, on les voit le plus souvent, ça fait 3 mois qu'ils traînent, 4 mois qu'ils traînent, et là c'est plus la peine, c'est peine perdue. On va regarder, on est un peu spectateur, en espérant qu'il ne soit pas symptomatique à terme. Ensuite, petite parenthèse, il y a Olivier qui redemande le site où on peut voir les vidéos, donc si je ne me trompe pas, c'est pcna.fr. Ouais, pcna.fr, il faut aller dans les actualités. Et dans les actualités, j'avais fait la première française en fait où j'avais opéré dans un camion. Et donc il faut aller dans les actualités, et c'est écrit première française, et il trouvera en fait il y a 3 vidéos où il va retrouver ses chirurgies. Alors, ensuite, on a encore une question de Jean-Yves. La radio sous varus forcé a-t-elle encore un intérêt? Quid du diastasis tibio-péronéal? La radio en varus forcé, oui, elle a un intérêt, la preuve en est, on l'a inclus dans notre protocole radiographique et d'examen complémentaire pour la Société française d'arthroscopie et son symposium l'année prochaine. Finalement, elle a un intérêt parce que quand vous avez un diastasis de plus de 10 degrés, vous pouvez être sûr que votre faisceau moyen, le ligament calcanéo-fibulaire, il est rompu. Il y a énormément de faux négatifs, hein, bien entendu, mais quand c'est positif, vous savez ce qu'il en est. Donc on le fait. Moi, j'avoue que ça fait partie de mon bilan systématique d'une instabilité de cheville, même si quand c'est négatif, je ne m'y fie pas, mais quand c'est positif, on ne peut pas fermer les yeux et se dire qu'il n'y a rien. Voilà. Alors, Patrice dit qu'au début de la présentation, lors de la résection du cartilage, le docteur Lepez indiquait que créer un hématome permettait de créer un fibrocartilage par la suite. Est-ce que celui-ci sera fonctionnel et indolore par la suite? C'est pas toujours le cas, c'est environ 70% des cas. Mais ce dont on est sûr, c'est que le cartilage qu'on a enlevé, il était beaucoup moins fonctionnel. Donc finalement, ce fibrocartilage, qui n'a pas les mêmes propriétés mécaniques qu'un cartilage, hein, notamment à la compression, ce sera mieux que rien. Donc c'est pour ça qu'on se permet de faire ce genre de choses. En termes mécaniques, c'est mieux que le cartilage qui flottait auparavant. Et c'est mieux que de ne rien... il vaut mieux perforer pour essayer de faire saigner que de s'en aller et laisser un trou avec de l'os sous-chondral à nu qui est très scléreux. Alors, dernière question, ensuite on va pas tarder à conclure je pense. Alex, suite délai de consolidation. Si le délai de consolidation est plus long que le genou, alors pourquoi la reprise du sport est-elle plus rapide que pour le genou? C'est une bonne question, c'est parce que les gens vont mieux tout simplement. Ils vont mieux plus vite. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que les délais de ligamentisation, ils sont, à mon sens, probablement un peu plus longs que dans le genou, parce que tout simplement la vascularisation, elle est moins bonne. Et ça, c'est un avis très subjectif et qui est purement anatomique. Et dans les faits cliniques, les patients vont mieux, plus vite que dans la chirurgie du genou. Donc c'est pour ça qu'on les laisse reprendre plus tôt. Allez, Yannick, il vient de nous poser une question. Y a-t-il cependant une place pour le traitement conservateur de la tibiofibulaire inférieure, à savoir une botte avec flexion plantaire de 4 semaines en aigu? Alors la botte en flexion plantaire, c'est mal vécu, hein. C'est mal vécu sur le tendon d'Achille, mais en aigu chez Monsieur Tout-le-Monde, même chez Monsieur Tout-le-Monde, si je sais qu'en aigu il y a une lésion de la syndesmose, je serais honnêtement très interventionniste.
Voilà. Donc c'est sûr que c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que de ne pas le voir et de rééduquer les gens comme si de rien n'était et que finalement il y a un diastasis qui se met en place. Mais si demain je vois une syndesmose, hormis quelqu'un qui a 75 ans peut-être, hein, mais si demain je vois chez un sportif qui a une lésion de la syndesmose, je vais plutôt lui expliquer qu'il vaut mieux le stabiliser. J'ai plus confiance en ma chirurgie qu'en une botte en résine en flexion plantaire, d'autant plus qu'après l'avoir opéré, ça va me permettre de le remobiliser tout de suite. Allez, la dernière, Claire, peut-on évaluer la laxité résiduelle après ligamentoplastie, comme sur le genou, pour avoir une idée de la ligamentisation par exemple? On n'a pas de laximètre efficace dans la cheville. Ça nous manque, on n'a pas le GNRB, on n'a pas le KT1000, on n'a pas ce genre de choses. On a nos examens cliniques et on a ça va être le talar tilt, le drawer sign, enfin voilà, ce qu'on connaît. Et ça va être surtout le ressenti de notre patient. C'est nos patients qui nous disent, bah, écoutez, moi j'ai plus d'appréhension, j'ai plus la cheville qui se tord, mais c'est sûr que ça manque, hein, parce que faire la part des choses entre l'excellente récupération de proprioceptifs qu'ils peuvent avoir et l'efficacité de la reconstruction ligamentaire, c'est fondamental pour pouvoir dire que c'est l'une ou l'autre qui marche le mieux. Donc ça nous manque aujourd'hui, ça n'existe pas. Bon, il y a plein de choses qui ont été développées, des télos notamment, comme dans le genou, où on faisait des radiographies en forçant en varus entre le tibia et la cheville, mais concrètement on ne s'en sert pas. Ce ne sont pas des outils dont on se sert au quotidien. Voilà, on va pouvoir conclure. Il y avait énormément de questions, donc j'ai essayé de regrouper les questions qui se recoupaient un peu. Donc j'ai essayé d'être exhaustif, hein, mais si jamais il y en a que j'ai sauté, excusez-moi. On pourra y répondre par exemple, on pourra y répondre par mail sans problème dans un deuxième temps. Donc Ouais, voilà, moi, on peut m'envoyer, il n'y a pas de souci, les mails, je répondrai, il n'y a pas de problème. voilà, très bien. Juste pour avoir un petit peu l'agenda en tête, pour conclure très très rapidement, prochaine présentation par un autre chirurgien, Yves Tourné de Grenoble, qui va nous parler encore de ligamentoplastie. Ensuite, on aura des présentations qui ont plutôt au sujet des aspects plutôt neurophysiologiques, posture, instabilité de cheville, faiblesse des déverseurs, instabilité de cheville. Donc ça, ce sera fait par des docteurs en biomécanique. Et puis, décembre, on aura une présentation d'un kiné du sport, Brice Picot, pour la prise en charge de l'entorse de cheville sur le terrain. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie encore une fois le Dr Lopez pour sa présentation, qui est très intéressante. Vous avez tout le planning des formations à venir sur le lien que vous trouvez ci-dessous, sur le site kimux.com. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, si le Dr Lopez veut conclure. Ben non, merci à vous de l'invitation pour ce petit topo, et puis bon courage en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne initiative et que c'est bien d'essayer de faire avancer le projet. Voilà. Eh bien, merci à tous, bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir.